La sentence est tombée, tu vas te faire inspecter. Alors là, ça y est, c'est la panique, ça tombe mal, c'est pas le bon moment. En plus, ce que tu avais prévu de faire à ce moment-là de la séquence, tu dis, bon, bah, c'est pas foufou parce que je pensais pas me faire inspecter. Et tu dis, bah, c'est peut-être préférable que je change ce que j'avais prévu durant cette séance-là. Et en plus de tout ça, bah, il y a beaucoup de charges de travail en plus. Il faut préparer les documents pour l'inspecteur, il faut préparer les cahiers d'élèves, les corriger. Bref, toute une charge de travail que tu n'avais pas prévu de faire. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment finalement tu peux régler tout ça en une demi-journée sans devoir avoir à t'arracher les cheveux, mais aussi surtout pour pouvoir répondre à toutes les exigences académiques qui te sont faites. Et je vais te dire un petit peu comment moi je m'organise pour pas tomber dans l'angoisse du perfectionnisme, mais aussi pour autant être bien préparée, précise et organisée dans ce que je vais proposer. Donc, si tu fais partie des personnes qui ont déjà acquis mon pack de ressources Comment réussir son inspection en cours de langue, donc pour rappel, j'avais mis un e-book avec ta préparation avant l'inspection, donc tout le déroulé que tu as effectué pour préparer ta séance, etc., etc. Je t'avais aussi expliqué comment gérer l'entretien avec l'inspecteur pour faire la différence, tous mes tips aussi pendant la séance pour avoir une séance organisée qui fait bon effet justement pour l'inspecteur, pour réussir à faire participer tous tes élèves. Je t'avais aussi fait un accompagnement vidéo dans lequel je t'expliquais ce qui a fait la différence pour moi, comment je l'avais présenté à mes élèves. Et aussi, je t'avais donné des ressources de ce que je mets dans le classeur pour l'inspecteur. Donc, si tu n'as pas encore fait l'acquisition de ce pack et tu veux voir ce qu'il y a dedans, tu as le lien en barre d'infos. Et pour ceux qui ont fait l'acquisition de ce pack, reste dans cette vidéo parce que tu vas pouvoir avoir des éléments supplémentaires que tu vas pouvoir intégrer à ta séance de préparation d'inspection. Alors, revenons à nos moutons. Donc là, tu viens d'apprendre que tu vas être inspecté et tu te dis, voilà, il faut que ma séquence soit vraiment au top, parce que c'est vrai qu'on se met toujours une pression à l'inspection, et tu te dis, bah voilà, dans ma séance inspectée, il faut que mon support, mon document réponde aux exigences culturelles, que mon document soit aussi authentique, qu'il y ait un point linguistique intéressant, qui soit en lien et raccroché à ma thématique de séance et de séquence. Il faut que celui-ci ait une réelle utilité pour mon projet final, parce qu'évidemment, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut que ma séance aussi soit dynamique, donc je pense à varier les activités, que je mobilise plusieurs compétences, mais qu'il y en ait toujours une qui soit dominante et qui réponde à mon objectif de séance, parce que malgré le fait d'avoir un objectif de séquence, on nous dit aussi que pour chaque séance, il faut aussi un objectif de séance. Il faut que je réussisse à faire en sorte que tous les élèves participent, qui s'investissent, qui collaborent ensemble pour montrer aussi que je fais des travaux collaboratifs entre les élèves. Il faut que je pense aussi à ma gestion du temps, parce que c'est pas le tout de faire plein d'activités, mais si on arrive à la fin de l'heure et qu'on n'a pas correctement fait écrire la trace écrite dans le cahier ou donner les devoirs de façon satisfaisante en ayant un temps d'échange avec les élèves, questions-réponses, etc., ça ne va pas non plus. Donc tout ça fait que d'un seul coup, ça te met une grosse charge mentale et du coup, tu commences un peu à te remettre en question malgré toi et malgré le fait que finalement, tu es peut-être une séance qui soit correcte hein, de base, et tu commences à regarder ta séquence, ta séance que tu as planifiée du coup pour ce jour-là, et tu te demandes si tu réponds bien à toutes les attentes et les exigences qui te sont faites. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que le doute s'installe très rapidement chez les enseignants, et je m'inclus dedans, hein. Moi aussi, je suis passée par plusieurs inspections, et tout de suite, tu te remets en doute parce que tu te dis que voilà, ta séance est nulle, elle n'est pas intéressante, elle n'a pas la plus-value qu'on pourrait attendre, le support, il n'est pas assez riche, le support n'est pas assez complexe, le support n'est pas assez culturel, enfin, tout un tas de choses. Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. On a toujours l'impression, en fait, de ne pas être assez. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, sur le moment, je me dis, voilà, je ne suis pas assez. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'on va chercher ailleurs. On a tendance à demander conseil à nos collègues, ce qui est très bien hein, sur le papier. Alors, on va demander conseil à nos collègues par les réseaux ou nos collègues directs hein, dans l'établissement. Et on va dire, voilà, moi j'ai prévu cette séquence-là. Enfin, actuellement, je fais cette séquence. Voilà ce que j'ai prévu pour cette séance. Est-ce que tu as un doc qui serait, enfin un support, un document qui serait peut-être plus authentique ou plus culturel que ce que je propose? Et voilà la thématique que moi je traite et voilà le point de langue que j'aimerais aborder dans ce support. Et le problème, c'est que cette situation-là, enfin, le fait de demander des conseils à tes collègues va t'amener peut-être dans l'erreur. Et je t'explique pourquoi. Alors, les collègues, en toute bienveillance, bien sûr, vont te faire des recommandations
de leurs meilleurs supports ou des supports que eux-mêmes ont testés et qui ont marché pour eux. Mais le problème avec tout ça, c'est que toi, tu n'es pas familier avec ce support. C'est un support que de base, tu ne connais peut-être pas, donc tu vas mettre du temps à t'approprier, tu vas avoir du mal à l'intégrer avec des activités que tu aurais déjà prévues, ou alors tu vas essayer de recréer dans l'urgence d'autres activités qui peut-être sont moins bien que tes activités que tu avais prévues de base, parce que du coup, tu dis, bah, faut que je prévoie des activités en lien avec ce support-là. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tes collègues n'ont pas connaissance de ta séquence complète. Même si tu leur as fait un petit brief, en fait, voilà, dans ma séquence, je vais travailler ça, 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 mon objectif final, c'est ça, ma dominante langagière, c'est ça. Ben, pour autant, c'est pas eux qui ont créé la séquence de A à Z, c'est toi. Donc le problème, c'est que le support qu'ils vont te proposer n'est peut-être pas le support idéal pour ta séquence. Autrement dit, est-ce qu'il va bien fitter, est-ce qu'il va bien aller avec ta progression, la progression complète que tu as toi envisagée en amont avec ta séquence? Est-ce qu'il s'y intègre bien? Mais tu risques aussi du coup de te tracasser parce que tu vas vouloir à tout prix essayer de lui apporter une cohérence, donc à ce nouveau support, une cohérence dans ta séquence, donc avec ta séquence et avec ton projet, parce qu'on ne va pas oublier que nos supports, nos documents, on les choisit parce qu'ils nous amènent vers la réalisation d'un projet final. Donc est-ce que ce support-là répond bien aux exigences du projet final ou il est un peu approximatif avec les besoins de ce projet? Et ensuite, il y a autre chose qui est très important, et ça, je le souligne parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. D'ailleurs, j'entends parler dans la ressource, c'est ce qui fait vraiment la différence et qui montre ton professionnalisme, c'est ta capacité à créer des transitions. Donc, quand tu crées ta séquence, pour toi, c'est un ordre logique. En fait, tu choisis tes documents dans un ordre logique. Et normalement, ton premier document t'amène vers le deuxième, qui t'amène vers le troisième de façon logique. Et tu mets entre chaque document des transitions qui se font naturellement. Et là, est-ce que tu vas réussir à créer une transition naturelle avec un support qui de base n'était pas approprié à cette séquence? Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je parle de transition, mais pour moi, une transition, c'est cette fluidité naturelle qui amène un document vers un autre. Alors, ça peut passer par le biais d'activités ludiques, déclencheurs de parole, etc., etc. Mais dans tous les cas, il faut que tu intègres des transitions. Et ce sujet de transition m'amène au troisième point. Donc on a dit que bien évidemment, tes collègues ne connaissaient pas l'entièreté de ta séquence, de tes projets, etc. Mais autre point, ils ne connaissent pas tes élèves. Toi seul connais les points forts, les points faibles de tes élèves, mais aussi comment ils fonctionnent, leur personnalité, et comment toi, tu peux leur apporter les clés nécessaires qui peuvent les permettre d'accéder au sens du document. Parce que toi, tu as passé toute l'année ou là quelques mois avec tes élèves et tu connais leur façon de fonctionner, leur façon d'appréhender les documents et comment leur apporter ce qu'ils ont besoin. Donc le problème ici, d'apporter un document qui ne soit pas choisi par toi, deux choses d'une. Donc soit c'est un document qui sera trop facile, et du coup ils vont te le plier en 10 minutes, et là tu vas faire quoi? Tu vas être un peu prise au dépourvu, ou alors d'apporter un document pour lequel, du coup, ces élèves n'auront pas les préacquis nécessaires pour accéder au sens et à l'exploitation du document. Et dans ce cas-là, ça va te créer un vide, tu vas droit dans le mur en fait, parce que tes élèves vont un peu être perdus, parce que déjà, ils ne reconnaîtront pas ta façon de travailler, parce que par le choix du document, par le choix des activités que tu mettras en place autour de ce document-là, mais aussi, comme ils n'auront pas les petites briques nécessaires pour accéder au sens du document, à l'exploitation de ce type de document, du coup, tu vas les bloquer. Et comment tu vas agir face à ça? Toi aussi, tu seras bloqué, tu n'auras plus de solution et ça va se voir. Et j'en viens donc au quatrième et dernier point. Et cette fois-ci, au-delà d'impacter tes élèves, ça va t'impacter toi. Pourquoi? Parce qu'à choisir un document de dernière minute, ou alors en te proposant un document de dernière minute, tu n'as pas eu le temps de te familiariser avec, donc tu n'es pas 100% à l'aise avec ce document-là. Ton stress va monter. Alors, rien de pire que le stress. Déjà, tu es déjà assez stressé pour ce jour d'inspection. Et aussi, il faut savoir que quand on fait les choses dans la précipitation, elles sont faites de façon moins qualitative. Pourquoi? Parce que ta séquence que tu as préparée en amont, tu as pris le temps de choisir ton document, tu as réfléchi aux activités, etc. Et ça te paraissait beaucoup plus logique. Donc là, pour ton élaboration de séquence, moi, ce que je te conseille, c'est de rester sur ce que tu avais prévu initialement.
parce que tu avais fait un choix qui te semblait pertinent. Et, et en plus, il ne faut pas oublier qu'après, tu as l'entretien avec l'inspecteur. Et l'inspecteur, potentiellement, va te demander, ah, bah, pourquoi vous avez choisi tel support, pourquoi vous avez fait telle activité, etc. C'est le propre de l'entretien, de justifier, de réfléchir ensemble, etc., etc., et d'analyser. Et donc, si c'est un support que tu n'as pas choisi toi-même, ça va être difficile de le défendre et dire, voilà, j'ai choisi ça parce que si, parce que ça, etc. Donc, pour moi, à moins que tu sois vraiment pas à l'aise avec ton support initial, vraiment que tu te dises, voilà, mon support initial, ça n'allait pas du tout. Tu n'étais vraiment pas convaincu dès le départ, avant de savoir que tu allais te faire inspecter. Dans ce cas-là, oui, il me semble pertinent de changer. Auquel cas, non, je ne te le conseille pas. Donc, je sais exactement ce que tu vis, parce que bien évidemment, je suis passée par beaucoup d'inspections, comme toi. Et donc, on va voir ensemble, dans la suite de cette vidéo, comment ne pas tomber dans la mécanisation de la séance d'inspection, ne pas tomber dans les pièges du superficiel, pour pouvoir poursuivre avec les rituels de classe que tu as déjà avec tes élèves. Déjà, ça va te permettre ça, de gérer ton stress. Mais aussi, je vais te donner des astuces et mes meilleures façons j'allais dire d'orchestrer, mais on est toujours dans la mécanisation, mais au mieux de gérer et d'intégrer les éléments durant ta séance, les éléments qui sont observés par l'inspecteur et répondre aux attentes de l'inspecteur. Et le jour J, ce que tu dois mettre en place le jour J. Et donc pour cela, je t'ai aussi créé une fiche, une feuille de route que tu peux télécharger gratuitement. Elle est en premier commentaire de la vidéo. Donc dans cette feuille de route, je te donne du coup mes stratégies phares, mes stratégies clés que je mets en place à chaque inspection. Ces stratégies non seulement qui me rassurent, mais qui me permettent d'avoir une séance qui fonctionne et qui réponde aux attentes académiques. Alors oui, une inspection, c'est jamais plaisant, surtout qu'on l'appréhende parce qu'on se sent jugé, puis bon, au final, c'est quand même un petit peu le cas, et on se sent jugé sur 1 heure de cours et seulement 1 heure de cours. Et on se dit que finalement, l'inspecteur ne voit pas toute l'étendue de notre travail sur toute l'année scolaire, tout ce qu'on fait autour, tous les projets qu'on mène autour. Il voit juste la séance inspectée. Donc voilà la solution que moi j'ai trouvée et c'est ça, c'était cette astuce-là que je voulais te donner pour te mettre en avant tes compétences d'enseignant, mais aussi la diversité de ce que tu proposes. Donc moi, pour les ressources, tiens, on doit donner des ressources à l'enseignant. Donc pour les ressources que je donne à l'enseignant, je les organise dans un classeur. Alors, dans ce classeur, comment je m'organise? Donc, dans ce classeur, l'avantage, comparé à une pochette que tu peux lui donner, c'est que tu peux bien segmenter en sections. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce que l'inspecteur peut aisément passer d'une section à l'autre, par exemple la section de la séance inspectée, la section, par exemple, moi je sais que j'aime bien faire une section présentation de l'établissement, présentation de la classe qui vient voir, euh, des liens directs avec la séance inspectée ou pas, des projets, les supports que j'utilise, etc., etc. Bon, je ne vais pas te dire tout le contenu de ce que je mets dans le classeur parce qu'il y a énormément de choses, mais tu comprends un petit peu l'idée de segmenter par thématique pour que lui sache où se repérer. Donc ça va lui être utile pendant la séance de cours, mais ça va aussi lui être utile pendant ta partie entretien avec lui, parce que là, tu pourras lui indiquer, tu pourras lui dire de se référer à telle ou telle partie. Donc moi, ce que je fais aussi, pour qu'il voit un petit peu quel type d'enseignant que je suis, parce que du coup, il ne me connaît pas, il ne connaît pas mon identité de prof, puis en tant que prof, on enseigne tous d'une façon différente, on a tous des valeurs différentes. Donc moi, je me profite pour y intégrer de ressources rattachées, de près ou de loin, à la séance observée. Donc j'hésite pas à mettre des projets que j'avais déjà mis en place avec cette classe, par exemple dans le passé, ou des projets qui sont à venir, des projets futurs. Pourquoi? Parce que l'inspecteur, déjà d'une part, voit un petit peu la diversité de mes stratégies d'enseignement, parce que là, pendant la séance de cours, il n'en voit qu'une, et encore, il n'en voit qu'une sur une séance, comme je te disais. Il voit aussi le roulement des compétences langagières que je propose à mes élèves, toutes les stratégies. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la mise en œuvre que je mets dans ce classeur-là, parce que tu peux la retrouver, et ça fait partie du pack de ressources que je vends sur mon site. Donc, si ça t'intéresse de voir tout ce qui se trouve dans le classeur, comme je te le disais, tu as le lien en barre d'infos du pack de ressources du dossier de l'inspecteur. Alors, dans ce pack, du coup, tu retrouveras même des templates qui sont prêts à compléter de ces fiches en fait, que tu peux mettre dans le classeur. Alors, rappelle-toi, au début de la vidéo, je te conseillais de ne pas changer de support
si à la base tu l'avais bien réfléchi et tu avais créé tout un panel d'activités autour. Et du coup, là, je vais t'expliquer comment faire si tu ne changes pas de support pour peaufiner justement ta séance d'inspection et être sûr que du coup elle réponde aux exigences et justement te démarquer pendant ta séance et que l'inspecteur te dise ah oui, dis donc, elle fait ça ou il ou elle fait ça, 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 et te bonifier par rapport à la séance et ton support que tu avais choisi initialement. Donc les choses que je te conseille, c'est surtout parce que du coup ton support, tu l'avais déjà choisi. Les activités autour, tu les avais déjà choisies. Donc le mieux à faire, c'est de retravailler, selon moi, toutes les parties, toutes les phases de ta séance de cours en lien avec les activités que tu avais prévues. Et je m'explique. Le premier point, donc la première chose qui se passe avec les élèves à l'entrée en cours, au-delà de l'installation, bien entendu. Donc tout ça, tout ce qui est rituel d'installation, tout ça, tu les gardes, hein, bien entendu. Donc d'ailleurs, j'en parle dans l'accompagnement vidéo, dans la ressource, comment garder ces éléments-là et comment bien préciser à tes élèves comment faire en sorte de garder ces rituels et en quoi c'est important. Mais là, on va passer dans le gros du cours. Donc la première étape de ton cours, c'est bien entendu la vérification des acquis et des connaissances et les devoirs. C'est la première phase du cours, on est d'accord. Ce que je te conseille déjà, la première chose, bon, ça paraît évident, mais de réussir à bien avoir clôturé la thématique de la séance d'avant. Alors, parce que tu sais, parfois, on n'a pas eu le temps de finir une activité, et puis on l'a fini à la séance d'après, même si c'est pas très recommandé. Ou alors sur l'étude du support de la séance d'avant, il nous restait un exercice à corriger ou un petit quelque chose. Donc je te conseille, quitte à devoir la séance d'avant, tu sais, quitte à ne pas enchaîner sur un exercice et avoir fini 10 minutes avant et combler ces 10 minutes d'une autre façon, mais que ce soit bien clôturé. Comme ça, tu arrives proprement avec ton nouveau support. Pour la vérification des acquis et des connaissances, donc bien évidemment, ça aura lien avec ta séance précédente, mais fais en sorte, comme je te disais, les transitions, pour moi, c'est vital, fais en sorte que ça te permette, le support d'avant, te permette d'introduire d'une façon ou d'une autre le support suivant, le support de ta séance inspectée. Et de la même façon, si tu as bien fait le job à la séance d'avant, quand tu as donné les devoirs à tes élèves, ce sont des devoirs qui te permettent et de clôturer la thématique d'avant, mais aussi d'introduire d'une façon ou d'une autre la thématique de ta séance. Comme ça, l'inspecteur se rendra compte que c'est pas quelque chose d'orchestré, c'est quelque chose que tu avais réfléchi longtemps en avance et que tu as justement fait ce lien entre les différents apprentissages. Donc déjà, dès la première phase du cours, tu fais preuve de professionnalisme et d'expertise dans ton sujet et dans tes compétences de prof. Arrive du coup le deuxième point, qui est l'introduction du nouveau support. Donc pour l'introduction du nouveau support, réfléchis bien. Donc tu vois, c'est ce que je te dis, en fait, tu n'as pas besoin de choisir un nouveau support, mais justement de réfléchir à tes stratégies d'enseignement sur ce que tu avais déjà choisi. Juste les repenser. Donc là, ce que tu peux repenser sur l'introduction de l'étude de ton nouveau support, c'est les stratégies de didactisation de documents que tu peux mettre en place. Donc, choisis des stratégies qui sont véritablement porteuses de sens, car ton inspecteur, une fois de plus, il aime bien regarder ce genre de détails et il risque de te poser des questions. Le tout, en fait, c'est d'anticiper toutes les questions et les réponses que tu peux lui apporter en entretien. Parce que s'il voit que du tac au tac, tu as la réponse, oui, mais j'ai choisi de faire telle chose pour telle chose, telle chose, telle chose, il dira, ah oui, tout est réfléchi, tout est cadré. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tu ne laisses pas place à la flexibilité et l'imprévu pour apporter des explications supplémentaires, des exemples supplémentaires à tes élèves, hein. Bien entendu, c'est totalement autre chose. Donc là, l'effet d'avoir une justification sur tous tes choix de mise en œuvre va te permettre d'apporter de l'expertise. Ensuite, il y a le choix des activités que tu vas mettre en place autour de ce support. Donc les activités, bien sûr, tu les as déjà choisies. Donc juste à toi de voir si ça colle bien avec le support, si tu ne peux pas creuser un peu plus. Et aussi, ce que tu peux faire, ce que je fais moi à chaque fois, c'est de voir dans ton support, au moment de l'étude de support, comment tu peux intégrer chacun de tes élèves à un moment donné dans l'étude du support, c'est-à-dire les intégrer la parole de l'élève, pouvoir faire en sorte que chacun de tes élèves parle. Parce que comme
tu dois l'avoir, hein, comme moi, le cas de figure où tu as des élèves qui sont très à l'aise à l'oral, des élèves qui sont à l'aise dans la langue parlée. Donc moi, j'enseigne l'espagnol, donc tu peux enseigner, je ne sais pas si tu enseignes l'anglais, l'italien, l'allemand, mais tu as des élèves qui sont à l'aise en langue, mais pour autant qui ne prennent pas la démarche de prendre la parole, de demander la parole. Donc comment tu peux faire en sorte de leur donner la parole? Après, tu as des élèves timides, tu as des élèves en difficulté scolaire, en décrochage scolaire. Et même s'ils sont en décrochage scolaire et que ça fait 3 ans qu'ils ont 4 de moyenne dans la langue, il va quand même falloir que tu trouves une stratégie pour les faire parler parce que l'inspecteur va vite voir, va vite repérer hein, ces élèves décrocheurs ou ces élèves en difficulté. Mais s'il voit que tu as trouvé, toi, une méthode, une stratégie pour les mettre à l'aise et les faire parler, là c'est jackpot, c'est bingo. D'ailleurs, je t'explique comment moi je fais en place et les stratégies que j'ai trouvées. Je t'explique ça dans l'accompagnement vidéo, dans la ressource. Mais toi, il faut absolument que tu trouves un moyen de les faire parler. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, je ne te dis pas de les faire parler 15 fois, mais si tu arrives au moins à les faire parler 2 ou 3 fois, même pour quelques mots ou autres, c'est essentiel, vraiment essentiel. Donc ça, c'est vraiment le point incontournable pour moi, faire parler tous les élèves. Et la dernière phase cruciale de ton cours, c'est la fin de séance, celle qui regroupe du coup la trace écrite, les devoirs et le revoir qui n'est pas oublié. Donc, tu sais que les inspecteurs de langue sont très exigeants et très à cheval sur comment tu vas mener cette phase de trace écrite. Donc, je te conseille vraiment de prendre un temps là avec ta préparation à la maison, tranquillement. Tu reprends ton support, les idées vont être dites parce que tu vas anticiper un petit peu, tu vas essayer d'anticiper tes attentes par rapport à ce que vont dire les élèves, ce que vont produire les élèves à l'oral durant ta séance. Et donc, prends un temps pour penser, dans un premier temps, à tes contenus et tes attentes, la pertinence de ce que tu veux que tes élèves gardent dans le cahier, parce qu'on ne va pas garder, bien sûr, on ne garde jamais 15 lignes hein, de ce qui a été dit dans la séance, donc les points qui sont les plus importants, et aussi, dans un deuxième temps, comment tu vas la réaliser avec tes élèves. Si tu veux que ce soit fait en classe entière, en collaboration, en groupe, sous forme de phrases à compléter, enfin bref. Les façons de faire sont diverses et variées, mais réfléchis à ça parce que tu ne peux pas arriver et improviser pour ça. Et si tu peux, je dirais pas innover parce que c'est pas le moment d'innover hein, le jour de l'inspection, mais utiliser une de tes méthodes un peu phares de différenciation, etc., enfin qui te différencie ou autre, c'est le bon moment. Une méthode qui marche, hein, bien sûr, que tu as déjà testée avant. Et pour ta stratégie à mettre en œuvre, alors elle va dépendre de plusieurs choses. Comme je te disais, ça peut dépendre d'une méthode qui t'est propre, une méthode phare, de ce qui fait partie de ce que j'appelle ton identité de prof, ou alors elle peut être intégrée dans tes rituels de classe. Si tu as une façon, un rituel avec tes élèves pour fonctionner sur cette trace écrite, pourquoi pas mettre en avant ton rituel qui t'identifie toi et qui est propre à ta classe. Alors, tout ce qui est identité de prof et rituel de classe, j'ai déjà fait du contenu, du contenu vidéo, que tu peux voir des vidéos qui précèdent celle-ci sur la chaîne YouTube si tu veux en savoir plus. Alors à présent vient le moment de rédiger ta fiche de prep de séance. Alors tu as très certainement déjà rédigé ta fiche de prep de séance parce que ta séquence était déjà prête, mais peut-être qui n'est pas compatible avec un jour d'inspection parce qu'un jour d'inspection, on veut que tout soit mieux détaillé, mieux présenté, mieux organisé, plus joli à regarder, etc., etc. Alors moi, ce que je fais, tu sais, je t'avais dit en début de vidéo que moi, préparer une inspection, ça ne me prenait pas plus d'une demi-journée. Et pourquoi? Parce que j'ai déjà au préalable structuré une fiche de prep de séance que j'utilise pour chacune de mes séances, que je sois inspectée ou pas. Donc j'ai plus qu'à compléter dessus. Donc le jour de l'inspection, en réalité, il ne me reste pas grand-chose à remettre parce que ma fiche de prep déjà personnelle est déjà bien détaillée, bien préparée, etc. Auquel cas, je rajoute pour l'inspecteur quelques éléments plus spécifiques, mais vraiment pas grand-chose au final. Donc, du coup, ce que je peux rajouter pour l'inspecteur pour que ce soit plus clair pour lui, ça va justement être ces fameuses transitions, certains objectifs, parce que pour moi, ils sont évidents, mais du coup, je le rajoute pour l'inspecteur. Alors, je ne sais pas, parce que je vais créer des ressources, justement, je vais créer des ressources digitales où je te partage clé en main ma fiche de prep de séance et je vais la mettre en ligne sur mon site qui est à la conquête de l'espagnol. Donc, c'est une fiche de prep qui est adaptable quelle que soit la langue que tu enseignes, hein, parce que finalement, une fiche de prep de séance de langue est la même que ce soit en espagnol, en anglais, etc. Donc, je ne sais pas si elle sera déjà sortie. Auquel cas, si elle n'est pas sortie et si je n'ai pas encore fait de vidéo sur YouTube concernant cette fiche de prep de séance, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me rejoindre dans la communauté
qui s'appelle Dans le cartable du prof d'espagnol. Et là, j'accompagne les profs en visio, individuellement, pas à pas, justement pour revoir avec le prof sa fiche de prep dans les détails. Donc du coup, si tu veux me présenter ta fiche de prep et qu'on revoit ensemble les transitions, les animations, les attentes, comment et où préciser, par exemple, à l'inspecteur que là, tu envisages une expression orale en continu, de l'interaction, etc., etc., on peut y regarder ensemble. Donc c'est pareil, le lien, tu l'auras dans la barre d'infos, donc dans le cartable du prof d'espagnol. Alors, je t'ai partagé pas mal de choses sur la préparation de séance en amont, sur le déroulé de séance, mais aussi un autre point qui n'est pas à négliger parce que finalement, il ne faut pas que tu oublies que l'inspection, c'est 50-50. Même si dans notre tête, on met tout sur le déroulé de séance et on se met beaucoup de pression sur les déroulés de séance, mais sache que l'entretien est tout aussi important, voire plus, parce que c'est le moment, un moment privilégié que tu auras avec l'inspecteur. Donc, je te conseille aussi de le préparer. Pour moi, un entretien se prépare. Tu as beaucoup de cartes à jouer durant cet entretien. Cet entretien va te permettre plusieurs choses. D'une part, et j'en parle du coup de façon détaillée dans la ressource digitale, mais le premier élément, ce sera revenir sur tes pratiques. Ok. Comme je te l'ai dit juste avant, il va te poser des questions, pourquoi ce choix, pourquoi pas ce choix, etc. Donc là, c'est le moment aussi de profiter pour te démarquer. Tu sais, juste avant, je te parlais d'identité de prof, et c'est le moment aussi de te démarquer. Comment tu vas te démarquer? Donc, je te disais, partager ton identité de prof, tes particularités d'enseignement, ce que tu as l'habitude, toi, de mettre en place, parce qu'on met tous des choses en place différentes dans nos cours, mais toujours bien entendu les associer aux enseignements et aussi justifier. N'oublie pas toujours de justifier pour montrer que tous tes choix sont réfléchis et ont un but précis, des objectifs précis. Et si ce sont des objectifs précis en lien directement avec ce profil de classe, c'est bingo, parce qu'il va se dire, bon ben voilà, cet enseignant s'adapte vraiment à chaque profil de classe. Il ne prend pas un cours, même si dans les faits, par exemple, quand on prépare un cours de quatrième, on fait le même cours de quatrième à chaque classe, mais on adapte un petit peu. Mais globalement, le fond du cours reste le même. Là, si tu essaies de mettre en avant, ben voilà, pour cette classe de quatrième en particularité, j'ai fait ci, ça, parce que je suis confrontée à tel profil d'élève, à telle difficulté. J'ai observé dans les séances précédentes que tel groupe d'élèves avait telle difficulté, donc j'ai préféré passer par une activité avant, intermédiaire, etc. Là, franchement, c'est jackpot. Et du coup, via ces particularités, tout ce que tu mets en place, il va aussi observer les différentes facettes de ton enseignement. Donc, ce qui est important aussi, à travers tout ça, c'est que l'inspecteur découvre quelles sont tes priorités d'enseignement, tes valeurs que tu veux transmettre, mais aussi ta vision de l'enseignement, parce qu'on a tous aussi, et ça c'est une notion qu'on oublie souvent, on a tous une vision de l'enseignement, même si on sait que l'enseignement, là, c'est transmettre, partager, etc., etc., on a tous quand même une vision bien à nous. Tu sais, on a toujours à dire, ah oui, ce prof, il est archaïque, ce prof, il est innovant, parce que ci, parce que ça, et on a tous une vision de l'enseignement. Par exemple, moi, ma vision de l'enseignement, c'est que j'ai une véritable passion pour mettre en scène mes élèves, les mettre dans l'action, dans la création de petits projets théâtraux suite à mes séquences. En fait, mon projet final, j'aime bien faire des petits projets comme ça de mise en scène. D'ailleurs, je t'en parle dans la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Donc, si tu veux la voir, c'est sur Repensons nos enseignements. Et je te propose ma vision de l'enseignement et du coup, je serais curieuse aussi de voir. N'hésite pas à me dire du coup en commentaire, toi, quelle est ta vision d'enseignement? Comment tu vois l'enseignement? Est-ce que tes pratiques phares, un petit peu, qui t'identifient, qui représentent ton identité de prof? Parce que comme je te dis, elles sont toutes différentes. Et donc, c'est le moment là de les présenter et dire voilà, moi j'aime bien faire ci, faire ça. Et ça te permet tout doucement, durant ton entretien, d'élargir. Quand je te dis ça, l'inspecteur apprend à te connaître, il est fait d'ouvrir tout à l'échelle après de l'équipe éducative et de l'établissement. Si c'est pas le cas, enfin si tu fais pas de projet avec l'équipe éducative, va pas inventer, hein, parce que il suffit qu'ils s'entretiennent avec ta collègue ou ton collègue ou le chef d'établissement, il va vite se rendre compte que c'est faux et c'est pas le but. Mais ce que tu peux faire, c'est dire voilà, mettre en avant si tu as des projets déjà qui sont passés, qui sont à venir, ou même si tu as fait quelque chose l'année dernière et tu dis bon ben voilà, cette année j'aurais bien aimé le remettre au goût du jour, mais on n'a pas eu la possibilité, c'est dommage, mais on envisage de. C'est toujours intéressant.
Et aussi, comme tu le vois, il y a plein de manières de tirer son épingle du jeu, donc pas seulement dans ta séance de cours, mais au-delà de ta séance de cours. Et là, juste avant de te laisser, donc je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement cette feuille de route spéciale inspection avec toutes mes stratégies phares qui m'ont permis de me démarquer, de faire la différence et surtout de valider sereinement mon inspection, parce que c'est ça, mettre en place des choses qui te permettent d'être le plus sereine possible pour le jour de l'inspection. Donc une fois l'inspection passée, n'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. Comme tu le vois, j'ai une page Facebook, les ressources clés en main pour les enseignants d'espagnol, ou alors par exemple soit sur les réseaux sociaux, soit ici en commentaire, pour me dire un petit peu où dans la communauté, hein, si tu fais partie de la communauté dans le cartable du prof d'espagnol, je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé, ce que tu as mis en place, qui tout t'a démarqué le jour de l'inspection, etc., etc. Donc n'hésite pas à me le partager et à nous le partager, parce que c'est toujours formateur de voir comment ça se passe pour les autres, et ça permet parfois de nous rassurer. Donc voilà, en attendant, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.